Donc merci de nous avoir invités à faire cette session. Moi je vais plutôt faire une séance introductive avec des éléments de contexte et des mises en perspective, sachant que les trois autres présentations, ce seront plutôt des résultats d'études qui ont été menées sur les politiques publiques locales. Je peux essayer. Merci. Donc je vais partir d'un constat qui est qu'il y a des populations fragilisées qui sont concentrées dans certains quartiers et qui concentrent notamment des peu qualifiés. Et ces populations fragilisées ont des problèmes d'insertion sur le marché du travail. Donc ça peut passer par des problèmes de chômage, ça peut aussi passer par le fait d'occuper des emplois peu attractifs, soit parce qu'ils sont mal rémunérés, soit parce que les conditions de travail sont trop difficiles. Et on peut se demander quels sont les mécanismes derrière tout ça qui font qu'ils sont mal insérés et quelles sont les politiques qui pourraient être mises en place pour remédier à leurs problèmes ou quelles sont les politiques qui pourraient permettre de développer ces quartiers. D'accord ? Donc pour fixer les idées, je vais un peu parler du cas de l'Île-de-France. Donc on peut s'intéresser par exemple à une carte où il y a le taux de chômage local en 2008. Donc je vous présente des cartes, sachant que j'ai essayé de trouver des périodes récentes sur le site de l'Institut d'aménagement du territoire, mais il faut savoir que j'ai déjà représenté ces cartes en 99, en 90, la structure est la même, d'accord ? Donc ce qui se passe, c'est grosso modo qu'il y a des taux de chômage plus élevés dans le nord-est, donc ça c'est caractéristique en Île-de-France, donc c'est les arrondissements 18, 19, 20e, 18, 19, mais aussi tout ce qui est département de Seine-Saint-Denis. Donc au-dessus de Paris, on a en particulier la Courneuve où il y avait des émeutes en 2005. Encore un peu plus haut, il y a Villiers-le-Bel où il y avait des émeutes en 2007. Au sud-ouest, on voit des points plus sombres. Il y a Trappes où il y avait des problèmes de violence en 2013, etc. D'accord ? Donc quand on parle du problème de banlieue, c'est typiquement dans ce type de banlieue où il y a des problèmes aussi au niveau économique. Donc on peut mettre en regard cette carte avec une carte où on représente la proportion de non-diplômés ou de CEP, d'accord ? Et on voit que les cartes coïncident à peu près. Donc ce qui veut dire que là où il y a un chômage plus élevé, c'est aussi les endroits où il y a le plus de non-diplômés. Je me retourne parce que je ne vois pas très bien sinon. Et donc on peut aussi faire une carte, la même chose mais pour les cadres, d'accord ? Et là c'est l'inverse, c'est plutôt vers l'ouest, dans l'ouest parisien, où il y a il y a une plus forte représentation de cadres, alors que dans le nord-est, donc encore une fois en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup moins de cadres. Typiquement, c'est plus des populations qui sont employées ou ouvrières. Donc, et pour finir, on peut aussi représenter la proportion communale d'immigrés. Donc cette fois-ci en 2006, j'ai pris les années disponibles. D'ailleurs, toutes les cartes sont disponibles sur Internet, hein, pour ceux qui veulent aller en chercher d'autres d'ailleurs. Et ces populations non qualifiées, c'est aussi souvent des populations immigrées. Il y a une surreprésentation des immigrés aussi dans le nord-est. Donc ensuite, on peut se demander d'où viennent les problèmes d'insertion sur le marché du travail. Donc il y a un mécanisme simple qui est que les peu qualifiés sont en général moins bien insérés en France sur le marché du travail. Et il y a beaucoup de peu qualifiés dans ces endroits, d'accord ? Donc on parlera d'effet de composition, et du fait juste de cette composition de la population, les taux de chômage seront élevés. Ensuite, il y a d'autres types de mécanismes liés plutôt à des problèmes de ségrégation. Donc en sociologie, on parle pas mal de théorie épidémique des ghettos. Il y a une transmission aux jeunes par les aînés d'une perception négative en termes d'éducation et de travail. Donc du coup, les jeunes peuvent être moins motivés justement pour essayer de se former ou ensuite pour essayer d'occuper un emploi. D'accord ? Un autre problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir un problème de réseau social. Si au niveau local, les personnes qui m'entourent ont moins de contacts sur le marché du travail. Donc par exemple, si j'ai des amis, de la famille, des voisins qui n'ont pas d'emploi ou qui ont des mauvais emplois, ils pourront plus difficilement trouver de l'information sur des bons emplois qui pourraient me communiquer ou alors me recommander auprès des employeurs. Donc ensuite, je fais l'aller-retour. Donc ensuite, un autre type de mécanisme, c'est les questions de discrimination territoriale. Dans la presse, plus journalistique, on parle plutôt de délit de sale adresse. Et donc ce qui se passe, ça correspond à de la discrimination des employeurs envers des habitants de certains quartiers. Donc il peut y avoir plusieurs types de discrimination territoriale.
Donc il y a une discrimination relativement directe, c'est la discrimination liée au goût, à savoir je suis un employeur, et ben, il se trouve que j'aime pas la façon de parler de certaines personnes qui viennent de certaines banlieues, leur façon de s'habiller, etc. Donc rien que pour ça, j'ai pas envie de travailler avec eux, donc je vais pas les embaucher. Quelque chose d'un peu plus indirect, c'est il y a de la discrimination liée au goût des consommateurs. Donc imaginons que je suis dans un quartier relativement riche, j'ai des consommateurs, donc moi j'ai pas particulièrement envie de discriminer par rapport aux personnes de ces quartiers-là, mais il se trouve que mes consommateurs, ils n'ont pas envie d'être en contact de clientèle lorsqu'ils sont clients avec des personnes qui viennent de ces quartiers, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce qu'ils n'aiment pas leur façon de parler, de s'habiller, etc. Donc si je suis employeur, je peux vouloir discriminer contre ces populations et ne pas les embaucher. Donc troisième type de discrimination, c'est la discrimination plutôt statistique. Si j'ai des personnes qui viennent des quartiers justement en difficulté, j'ai pas d'idée très précise, est-ce qu'ils feront l'affaire pour l'emploi, est-ce qu'ils sont productifs, etc. Je vais avoir une idée à tort ou à raison d'une productivité moyenne des personnes qui viennent de ces quartiers, d'accord? Et je vais assigner aux personnes la productivité moyenne de ces quartiers. Et finalement, je vais probablement dire, ah bah finalement, en général, les gens qui viennent de par là, ils ne sont pas très productifs, je ne vais pas l'embaucher. Alors qu'il peut y avoir des gens très bien et très qualifiés. Voilà. Donc, troisième type de discrimination. Ensuite, donc ça c'est plutôt lié à la ségrégation. Il y a d'autres types de mécanismes plus liés à la distance séparant le lieu de résidence et le lieu de travail. Et donc, je vais encore parler de ces mécanismes. Donc, ce qui se passe, c'est que plus on est loin des emplois, plus ça sera dur de prospecter et de trouver des propositions d'emploi acceptables. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens d'embauche locale, notamment, ça peut être de l'affichage. Imaginez, par exemple, qu'il y a une annonce chez le boulanger. Voilà, bah, vous ne la verrez pas si vous êtes à 45 minutes en transport en commun. Il peut aussi y avoir le fait qu'il y a des journaux locaux. Et donc, comme vous y êtes loin, vous ne les aurez pas à l'entrée du métro, etc. D'accord ? Un autre mécanisme, c'est que l'intensité de votre recherche, vous pouvez décider de chercher moins. Si vous êtes loin, si vous vous trouvez en particulier dans un quartier où les loyers sont relativement faibles, parce qu'il y a moins d'incitation à gagner de l'argent pour essayer de payer votre loyer. Donc ça, c'est un autre mécanisme dont parlent les économistes. Et encore un dernier, lié à la distance, c'est le fait que plus les opportunités d'emploi, plus le coût de la recherche est élevé. Pourquoi ? Parce qu'il vous faudra plus de temps pour aller là-bas, pour aller chercher un emploi, pour passer des entretiens, et vous devrez payer plus cher en termes de transport. Donc alors ensuite, il y a plusieurs types de politiques qui sont mises en place et qui sont liées justement à ces problèmes. Donc une première que je ne vais pas détailler ici parce que excusez-moi, j'ai du mal, il va y avoir une désynchronisation bientôt. Donc plus en amont, mais j'en parlerai pas beaucoup parce qu'on va plutôt s'intéresser à des politiques en aval, c'est toutes les politiques d'aide à l'éducation, d'accord ? Donc l'idée c'est que dans ces quartiers, il y a des gens qui sont peu éduqués, il y a des problèmes d'échec scolaire, donc il y a des politiques locales, notamment le réseau Ambition Réussite, qui a pour objectif d'aider les élèves dans les établissements où il y a de l'échec. Et ce que trouvent en moyenne les études en économie, c'est que les effets sont relativement mitigés sur la réussite scolaire. Donc ça ne marcherait pas super bien dans cette dimension-là. Bon, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir d'autres effets, du style que les élèves sont mieux informés ou que dans certains endroits ça marche et pas dans d'autres. Mais en tout cas, l'effet moyen est à peu près zéro. Voilà. Donc moi, je vais plutôt m'intéresser aux politiques en aval, donc qui ont pour objectif de casser la ségrégation, c'est-à-dire favoriser la mixité sociale, ou essayer d'améliorer l'accès à l'emploi. Donc en général, en économie, on distingue trois types de politiques. Donc favoriser la mobilité des entreprises pour qu'elles aillent à côté des travailleurs. Favoriser la mobilité des ménages pour aller dans des quartiers plus mixtes ou près des emplois. Et ensuite, améliorer la connexion, je vais revenir là-dessus à la fin, entre entreprises et ménages. Donc pour attirer les entreprises, une façon de faire ça, c'est de mettre en place des avantages locaux dans certaines zones, notamment par exemple des exonérations fiscales qui font que les entreprises vont être attirées. Et c'est le principe des zones franches urbaines qui ont été mises en place en 1997 et dont va parler Pauline Givors tout à l'heure. Donc juste pour très rapidement, il y a deux objectifs qui sont un peu confrontés d'ailleurs en pratique, c'est aider les populations locales fragilisées. Donc ça peut être en rapprochant des opportunités d'emploi de ces personnes. Et deuxième chose, essayer d'entamer une dynamique de développement local dans les quartiers où sont mises en place les zones franches urbaines. Deuxième type de politique, c'est favoriser la mobilité des ménages.
Donc, il y a une expérience qui a été mise en place, c'était les emplois francs jusqu'à 2015. L'idée, c'était d'aider à l'embauche des jeunes qui viennent des quartiers favorisés, peu importe où les entreprises sont localisées. Et l'idée, c'était de donner de l'argent aux entreprises si jamais ils embauchent des jeunes qui viennent des zones urbaines sensibles. Sachant que ça a été arrêté en 2015 parce que le gouvernement considère que ça ne marchait pas très bien. Ensuite, il y a des politiques non spatialisées, c'est les aides au logement pour les plus modestes, mais qui peuvent aider des populations relativement pauvres à sortir de quartiers plutôt défavorisés, donc en les aidant à payer les coûts de logement. Sachant qu'en France, c'est pas trop spatialisé, mais que si on prend aux États-Unis, par exemple, il y a une expérience qui est le Moving to Opportunity Program, et l'idée, c'était de donner des aides à un groupe de ménages sur lequel on faisait l'expérimentation, que si jamais ils allaient déménager vers une zone où le taux de pauvreté est plus faible. Donc c'était plutôt pour casser vraiment la pauvreté au niveau local. Donc, une troisième type de politique dont parlera Grégory Verdugo tout à l'heure, c'est tout ce qui est question de logements sociaux qui sont localisés dans certains quartiers, sachant qu'en 2002, il y a la loi SRU qui a essayé de pousser les communes plutôt moyennes, de taille moyenne et grande, à avoir du logement social en imposant 20% de logements sociaux à terme. Et l'idée, c'est d'essayer de favoriser la mixité sociale et pourquoi pas l'accès local à l'emploi, même si ce n'était pas un des objectifs principaux à l'origine. Donc ensuite, dernier type de politique, je sais pas quoi. Dernier type de politique, c'est essayer d'améliorer la connexion entre les entreprises et les ménages. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, une première, c'est de développer le réseau de transport. Si on pense à l'expérience parisienne, c'est de développer le réseau de bus, notamment dans les banlieues lointaines. Il y a eu tout ce qui est développement du réseau du RER, dont va parler Camille Aimé tout à l'heure, et développer tout ce qui est réseau de train. Et à terme, il y a le projet du Grand Paris pour l'Île-de-France, où on va essayer de développer les transports, notamment les transports de banlieue à banlieue, en petite couronne et en grande couronne. Deuxième type de politique, c'est de faire de l'aide au transport. Notamment, c'est ce que fait Pôle emploi pour ce qui est subvention aux chômeurs pour aller à des entretiens. Donc on pourrait imaginer même de généraliser un peu plus que ce qui est fait. Troisième chose, plutôt que de déplacer les personnes, c'est déplacer de l'information. Donc ça peut être fait notamment en faisant des sites internet plus fournis. Donc les ménages n'auraient pas besoin de bouger, ils sont chez eux, ils peuvent trouver de l'information sur les emplois. Donc ça pourrait être l'équivalent des journaux locaux, entre guillemets, mais c'est juste que ça serait des journaux virtuels quelque part. Donc voilà. Donc juste pour finir, j'ai encore oublié de passer mes slides. Pour finir, je voudrais un peu parler des débats qu'il y a sur les choix et l'efficacité des politiques locales. Donc en fait, pour choisir une politique, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est combien ça va coûter à l'État et quelles sont les retombées. Donc par exemple, on peut se demander si c'est mieux de faire des allocations logement aux plus modestes de façon générale ou faire une politique de logement HLM localisée. Sachant que je n'ai pas la réponse ici. C'est en débat même cette année, justement. Voilà. Donc la question, c'est aussi quels effets pour quel coût. Donc on peut trouver des effets, mais si c'est horriblement cher, par exemple, bon, on peut se poser la question. L'expérience américaine montre qu'il faut vraiment payer très cher pour avoir des effets qui sont conséquents. Donc ça pose la question de savoir s'il faut plusieurs petites politiques publiques locales ou une grosse politique locale, telle qu'on passe un seuil au-delà duquel c'est vraiment efficace. Donc aussi une autre chose, c'est on peut se poser la question quelle est la place des politiques locales par rapport à des effets conjoncturels type la crise. Donc il se trouve que par exemple les effets de crise peuvent balayer complètement l'effet de politique locale, mais il ne faut pas perdre de vue que la situation pourrait être encore pire si jamais les politiques locales n'étaient pas mises en place. Et dernier point, parce qu'on n'en parle pas toujours assez, c'est le fait qu'il n'y a pas que des effets directs. Par exemple, si j'essaye d'attirer des entreprises dans les zones franches urbaines, donc l'effet direct, c'est peut-être qu'elles vont venir parce qu'il y a des exonérations, mais à terme, il y a les marchés qui vont répondre. Donc ça peut être en termes de salaire, mais ça peut être aussi en termes de prix du sol, prix des locaux commerciaux. Donc il y a plus de demandes de terres de locaux commerciaux, les prix vont augmenter. Et donc, par exemple, les zones franches sont plus si attractives pour les entreprises. Donc l'effet peut, à terme, commencer à s'atténuer. Donc voilà. Donc pour ma part, j'ai terminé. Donc ça, c'est... Désolé. Je vais juste passer un dernier slide. C'est le slide de conclusion. C'est pour introduire les trois autres présentations. Donc c'est favoriser la mobilité des entreprises avec Pauline Givor, les zones franches urbaines. Favoriser la mobilité des ménages
c'est Grégory Verdugo avec les politiques de logements sociaux. Ensuite, améliorer la connexion entre ménages et entreprises, notamment avec les transports, ça sera Camille. Je vous remercie. Bonjour, donc je suis Pauline Givor, effectivement je travaille à l'INSEE, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'évaluation des politiques publiques et en particulier, les travaux que je vais vous présenter, ces résultats de travaux que j'ai menés sur l'évaluation des zones franches urbaines. Donc pour situer par rapport à l'introduction de Laurent Gobillon, effectivement les zones franches urbaines, c'est une politique... c'est une politique de la ville, enfin, dont l'objectif est d'attirer les entreprises, donc les emplois, là où sont les gens. Donc plus précisément, les zones franches urbaines en France, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est déjà assez ancien, qui fait partie de ce qu'on appelle la politique de la ville, qui cible des quartiers, vraiment c'est infracommunal, donc c'est à un niveau assez fin, des quartiers dans lesquels il y a des difficultés mesurées par des critères objectifs qui sont en particulier le taux de chômage. Donc, par exemple, pour situer les premières zones franches urbaines, au moment où elles ont été créées, sur les derniers chiffres qui étaient disponibles, on avait à peu près un quart de personnes qui étaient au chômage. C'est des quartiers dans lesquels les revenus fiscaux sont faibles, etc. Donc c'est des zones en difficulté. Et les dispositifs de zones franches urbaines accordent des exonérations fiscales aux entreprises qui choisissent de s'installer dans ces zones. Donc encore une fois, avec l'idée d'attirer les emplois potentiels sur des zones où il y a un taux de chômage très élevé. Donc c'est des dispositifs qui initialement étaient prévus pour être temporaires, je vais revenir un peu plus dessus tout à l'heure, mais pour les premiers, donc ils ont été mis en place en 97, donc c'est ce qu'on appelle les ZFU 1G, c'est première génération, donc il y avait 44 zones qui ont été définies sur tout le territoire français et qui a été complétée par à peu près une quarantaine d'autres zones en 2004 et puis une quinzaine d'autres zones en 2006. Donc maintenant on est à 100 zones franches urbaines qui sont en opération, sachant que c'est un dispositif qui, comme je le disais, à l'origine, à chaque fois, est prévu pour être temporaire, mais qui a été régulièrement reconduit. Donc la dernière fois, c'était en 2012, puis en 2014. Et là, actuellement, il est prévu qu'il dure jusqu'en 2020, mais vu les tendances passées, on peut se demander s'il va s'arrêter un jour. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce type de dispositif? Donc, on a donné un petit peu... et Laurent de Gobillon a déjà donné quelques intuitions, mais le principe, c'est de se dire, pour les entreprises, c'est pas attractif d'aller dans ce type de zone parce qu'il y a plein de problèmes, elles ne sont pas forcément inaccessibles, la main-d'œuvre n'est pas forcément adaptée par rapport aux besoins de l'entreprise, il n'y a pas forcément beaucoup de services qui sont pratiques, elles sont isolées, etc., où il y a de la criminalité, donc il y a tout un ensemble de choses qui font que pour une entreprise, ça peut être considéré comme non optimal de s'implanter là, mais donc pour réduire ce déficit d'attractivité, on offre des incitations fiscales, donc des exonérations qui permettent de réduire ce défaut d'attractivité. Et donc l'idée derrière, c'est que pourquoi est-ce que ça peut marcher pour réduire la fracture territoriale, si on utilise ce vieux terme? D'une part parce qu'on va créer les entreprises, si ça marche, vont s'implanter là où il y a beaucoup de chômeurs, et donc peut-être qu'ils vont embaucher sur place. Et puis du coup, c'est d'autant plus que sur le dispositif français, il y avait une clause qui, en théorie, conditionne les exonérations fiscales au fait d'embaucher des personnes sur place. Donc c'est ce qu'on appelle la clause d'embauche locale. Et donc l'idée après, c'est de se dire que ce petit stimulus initial, c'est-à-dire qu'on subventionne à mort pour que des entreprises se localisent sur ces zones, ça va créer un cercle vertueux puisqu'on va augmenter l'activité à cet endroit-là, les entreprises vont embaucher sur place, les zones, il y a certains services qui vont s'implanter comme des commerces, qui vont à la fois améliorer la vie des habitants et donc attirer d'autres publics que ceux qui sont relégués dans ces quartiers-là, mais aussi rendre plus attractif pour d'autres entreprises de s'implanter là. Et donc il suffit donc une fois qu'on a mis ce gros paquet, une dynamique va s'enclencher qui va faire qu'il n'y aura plus besoin à terme de continuer à subventionner et puis ça va réduire la fracture territoriale grâce à ça. Donc ça, c'est les principes. Alors, d'où ça sort ces idées-là? C'est quelque chose qui est en fait assez ancien. Pour se limiter aux zones franches urbaines, c'est-à-dire vraiment ce dont on parle et pas, parce que c'est quelque chose qui initialement avait été créé au niveau des échanges internationaux, mais
sur les zones franches urbaines, les premières ont été mises donc, en place au Royaume-Uni au début des années 80. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà très ancien et qui a été régulièrement, et qui par ailleurs a été copié depuis aux États-Unis à partir des années 90. À peu près tous les États américains se sont mis à faire leur zone franche urbaine, enfin équivalence de franche urbaine, ce qu'on appelle les enterprise zones, ou enfin bon, ça a différentes dénominations, mais en gros il y en a eu beaucoup d'expériences. Il y a déjà eu des évaluations de ces expériences étrangères qui sont pour le moins, en général, assez mitigées sur leur efficacité à créer l'effet économique qu'on pourrait attendre, sachant que c'est difficile à partir de ces résultats-là d'en inférer quelque chose sur le cas français, puisque le fait quand on regarde un peu même si le principe est toujours le même, c'est-à-dire mettre de l'argent pour attirer les entreprises, en pratique, il y a plein de dispositifs. La spécificité des différents dispositifs rend la transposition des résultats et des conclusions en général assez compliquée. Chaque dispositif a vraiment ses particularités et c'est difficile de savoir ce qui marche ou pas. Ça marche encore. Alors, justement, c'est quoi les caractéristiques des zones franches urbaines par rapport à ce qui peut se faire ailleurs? Je pense que c'est important d'insister sur le fait que, d'une part, elles sont très conséquentes en termes d'exonération, puisque dans certains cas, on va avoir une exonération quasi totale à la fois de l'impôt sur les sociétés, donc IS, et des cotisations sociales sur les salaires, donc les fameuses charges sociales dont on en entend souvent parler. Donc, pour les entreprises qui s'implantent dans ces zones, il y a une exonération, dans certains cas, pendant 5 ans, une exonération totale des charges sociales sur le coût du travail. Donc. Par contre, c'est ciblé sur un certain type d'entreprises qui sont les petites entreprises. Donc, c'est les entreprises de moins de 50 salariés, bon, avec d'autres conditions, etc. Mais en gros, c'est vraiment ciblé sur les petites entreprises, bon, pour une raison que... Voilà. Et les exonérations, et aussi par rapport à d'autres, ça ne crée pas, c'est pas quelque chose qui est... donc c'est là où ça floute un peu le dispositif, c'est que c'est pas uniquement réservé aux entreprises qui s'implantent, les nouvelles entreprises, mais aussi à toutes les entreprises sur place. Donc c'est vraiment l'idée qu'il faut mettre de l'argent dans ces zones et cet argent doit être dévolu aux entreprises. C'est un coût qui est assez élevé, puisque la dernière estimation que j'avais repérée, c'était dans un rapport du Sénat, c'était de 527 millions d'euros, donc c'est quand même assez conséquent. Donc ça demande, c'est pour cette raison, c'est quand même assez important d'avoir des évaluations rigoureuses de l'effet propre de ces zones, c'est-à-dire est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce qui serait passé si on n'avait pas mis ces dispositifs pour les zones qui sont concernées. Donc sur la dernière décennie, et même plus particulièrement sur les 5 dernières années, il y a eu beaucoup de... je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, il y a eu beaucoup d'efforts de la recherche française pour essayer d'évaluer l'impact économique des zones franches urbaines. Bon, je ne vais pas développer comment est-ce qu'on évalue, c'est des choses qui sont compliquées, etc. Mais je pense que ce n'est pas l'objet de cette séance aujourd'hui. J'insiste aussi sur le fait que toutes ces évaluations ont été permises aussi parce qu'il y a de la mise à disposition par l'INSEE, donc là je fais un peu de pub pour de données géolocalisées. Pourquoi c'est important? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est des zones qui sont au niveau infracommunal, donc il faut, pour être sûr de bien mesurer qu'est-ce qui a changé sur place, sur le quartier en question, il faut avoir des données sur les quartiers, et c'est-à-dire des données économiques. Il ne faut pas mesurer l'effet de l'implantation d'une entreprise plus loin que la zone, et donc je pense que c'est aussi la mise à disposition de ces données a été aussi favoriser l'éclosion de nombreuses études sur le sujet. Donc il y a eu plein d'études, en particulier sur ce qu'on peut mesurer le plus facilement, c'est-à-dire l'emploi, le nombre d'entreprises qui sont présentes, l'emploi des personnes qui habitaient à proximité, sur ces zones, etc. Alors, les différentes questions auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses rapidement et sans m'étendre, c'est les 4 suivantes. Donc, est-ce que ce type de dispositif a permis de réduire le défaut d'attractivité économique des zones? Est-ce que ça va au-delà des effets d'aubaine? C'est-à-dire, est-ce qu'elle crée vraiment des emplois, contrairement à ce qui serait passé, et puis en global? Et est-ce qu'elles arrivent à, effectivement, c'était un peu l'objectif, créer vraiment cette dynamique, ce cercle vertueux qu'on veut attendre. Donc la première des questions, donc sur la capacité à créer de l'activité de long terme, donc ça sur ce graphique, c'est bon ici.
ça. On a représenté, donc c'est les résultats d'une étude qu'on avait menée avec Quentin Trévien et Simon Quentin, et puis une autre avec Roland Ratelot et Patrick Sillard sur la deuxième génération. Mais là, donc, c'est pour les premières zones franches urbaines. On avait évalué le nombre d'entreprises qui s'implantent donc, depuis 1995, donc un peu avant la mise en place des zones franches urbaines. Donc, pour mémoire, les zones franches urbaines, elles ont eu lieu en 1997, les premières. Et donc, on regarde si le nombre, par rapport à ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ce type de dispositif d'exonération fiscale, combien le nombre d'entreprises qu'on observe en plus. Donc, bon, là, le premier mouvement, c'est que je ne sais pas si ça a l'air de plutôt bien marcher, puisqu'il y a vraiment une grosse augmentation de l'activité économique. Et de fait, si on regarde sur le dispositif de première génération, il a permis, par rapport à ce qui serait passé par rapport à des zones comparables, on estime à peu près 10 000 à 12 000 établissements en plus sur ces 44 microzones en plus grâce au dispositif de zone franche urbaine. Alors, il y a quelque chose qu'il faut déjà souligner, c'est quand on regarde par rapport au deuxième dispositif qui normalement est à peu près exactement le même, donc les nouvelles zones qui ont été implantées en 2002, l'effet est nettement plus faible, d'accord? Donc déjà, c'est le premier résultat un peu questionnant, c'est pourquoi ça a aussi bien marché pour les premières zones, et alors qu'on a fait la même chose plus loin, on a un effet qui est beaucoup plus faible, puisque là, on estime à peu près au maximum à 3 000 établissements supplémentaires dans les deuxièmes zones. Une autre chose qu'il faut aussi, sur laquelle il faut insister, c'est, donc ça c'est le premier, est-ce que ça semble plutôt bien marcher au début, après, mais avec du plus et du moins. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on arrive à créer, au-delà des effets de domaine, est-ce que ça permet de créer vraiment un effet économique? Alors là, on n'a pas de preuve qu'il y a des effets d'aubaine qui sont directs, mais on a des choses qui sont plus perturbantes en termes d'évaluation. En particulier, si on regarde donc, parmi toutes ces nouvelles implantations d'établissements, une grande partie correspond à des transferts d'établissements. C'est-à-dire que ce n'est pas de la création de nouvelles activités économiques, c'est des entreprises qui étaient ailleurs et qui viennent opportunément se mettre dans ces zones pour bénéficier des exonérations. Ce qui n'est pas forcément, je veux dire, après il faut réfléchir, ce n'est pas forcément un mal en soi si le seul objectif c'est de réduire la fracture territoriale, encore une fois, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut insister. Et puis une autre chose qui est perturbante, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on met beaucoup d'argent sur ces dispositifs et normalement ils ciblent toutes les entreprises et même ils bénéficient même les entreprises qui étaient déjà présentes. Et en termes de création d'emplois, si on regarde les entreprises qui étaient déjà sur place et qui bénéficient des exonérations, donc a priori elles devraient pouvoir être plus facilement embauchées, etc. En termes d'emploi, on ne voit vraiment rien du tout sur... ça, pareil, c'est l'estimation de l'effet, donc ça c'est la courbe en hachuré, c'est l'estimation de l'effet. Et vous voyez, depuis 1995, sur les entreprises qui étaient déjà présentes dans les zones qui bénéficient des exonérations fiscales, elles n'ont pas l'air d'avoir... Ça n'a pas été suffisant pour générer un volume d'emploi supérieur dans ces entreprises-là. Donc il y a d'autres choses qui se passent. Une autre question, enfin, c'est... presque une troisième question, c'est est-ce que ça peut créer des emplois de manière pérenne? Alors, il faut juste que je ne me perde pas dans mes slides. Donc là, c'est... un graphique que je trouve assez intéressant parce que comme vous l'avez vu, sur la première zone, on a quelque chose qui monte très vite sur les créations, sur le nombre d'implantations. Là, sur ce graphique, on avait représenté, donc là, en hachuré ici, cette première courbe, vous avez le nombre de créations d'entreprises grâce, l'impact des dispositifs de zone franche urbaine sur les créations d'entreprises. Le fait que, comme on le voit, dès la création des entreprises, on a eu un très fort effet en comparaison avec le rythme de création d'entreprises dans les zones franches urbaines a augmenté de manière très rapide et c'est quelque chose qu'on peut attribuer aux zones. Mais par contre, la deuxième courbe ici en très plein correspond aux disparitions d'entreprises. Et le phénomène qui est plus perturbant, c'est qu'effectivement, alors qu'il est assez plat au début, au fur et à mesure du temps, et je vous rappelle que les exonérations sont totales pendant 5 ans, au bout de 5 ans, le nombre de disparitions d'entreprises dans les zones est à peu près équivalent au nombre de créations. Donc on a un turnover
si on l'interprète comme ça, on a un turnover sur les zones, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont sur ces zones et qui bénéficient des exonérations, mais quand les exonérations ne sont plus là, soit elles disparaissent. Donc on ne sait pas pourquoi elles disparaissent, ça peut être parce qu'elles sont plus, parce qu'elles s'en vont parce qu'elles n'ont plus les exonérations, ça peut être parce qu'elles sont plus économiquement viables pour résister, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a quelque chose que, ça explique aussi pourquoi est-ce que on se retrouve dans une situation où finalement, depuis 1997, on a régulièrement renouvelé les dispositifs, puisque de fait, il semble que ça ne soit pas totalement efficace pour générer ce fameux cercle vertueux d'activité économique auto-entretenue. Après, une dernière question, et puis ça m'amènera vers ma conclusion, c'est est-ce que ces dispositifs profitent à tous? Parce qu'il y a aussi des questions, c'est un peu ce que soulevait Laurent Gobillon tout à l'heure, c'est sur la justification de ces zones, ça soulève beaucoup de questions, et en particulier sur l'équilibre territorial. Et ce qu'on montre aussi dans une des études avec Roland Ratelot et Patrick Sillard, c'est que certes, on a un peu plus d'activité sur les zones précisément des zones franches urbaines, mais par contre les quartiers juste autour, qui sont assez rarement, qui sont souvent des quartiers qui sont eux-mêmes pas très favorisés, puisque comme c'est un peu ce qu'on voyait, vous n'avez pas forcément fait attention, mais sur les premières cartes que montrait Laurent Gobillon au début, il n'y a pas des petites poches de zones très très défavorisées au milieu de zones favorisées, il y a quand même des fortes concentrations. Donc ça veut dire que sur certaines zones défavorisées, certes c'est les pires, mais juste autour, elles sont rarement très favorisées. Et donc ce que ça crée, les zones franches, c'est aussi que des entreprises préfèrent s'implanter juste là, mais alors qu'elles auraient pu s'implanter à côté. Donc ça a des effets, des externalités négatives, on dit en économie, sur les voisins. Ce qu'on montre aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'effets sur l'emploi local. C'est-à-dire que contrairement à ce que pourrait le croire le fait qu'on a cette clause emploi local, il y a un peu les personnes sur place en bénéficient un peu. On a des travaux d'ailleurs de Laurent Gobillon et Thierry Magnac sur le fait que le taux de chômage est un peu réduit dans ces zones, mais ce qu'on observait aussi nous dans une autre étude, l'emploi résident, donc les personnes qui ont vraiment un emploi sur place, en bénéficient moins, par rapport à la création d'emplois, elles bénéficient moins aux personnes qui habitent sur place. Voilà, bon. Donc tout ça pour dire qu'on a des effets qui ne sont pas forcément qui sont plutôt mitigés, c'est-à-dire que est-ce que ça peut créer de l'activité, est-ce que ça peut pousser des entreprises à s'établir? Il semble que oui. Après, est-ce qu'au niveau du bilan global, et compte tenu du coût que ça signifie, on n'a pas, comment est-ce qu'on peut interpréter les résultats? On a plusieurs signaux qui montrent que c'est pas, qu'il y a d'autres problèmes qui d'ailleurs étaient déjà présents dans les analyses des expériences étrangères, donc en particulier les risques de subvention à perte, c'est-à-dire qu'on va subventionner des entreprises qui ne sont pas forcément viables économiquement, et c'est un peu, il n'y a pas que ça qui peut expliquer le fait que le rythme de disparition est à peu près équivalent au rythme de création, mais ça peut suggérer ça. Il y a aussi ces fameux effets d'aubaine qui font que des entreprises ne font que déplacer leur siège sans vraiment créer de l'activité locale. Et de fait, moi j'ai fait, donc on parle toujours sur ces dispositifs d'entreprises boîtes à lettres. Donc c'est quoi les entreprises boîtes à lettres? C'est des entreprises qui louent des boîtes aux lettres pour avoir une adresse dans les limites de la zone franche urbaine, mais dont l'activité n'a absolument pas à voir. Et si vous faites, moi j'ai fait l'expérience encore récemment, si vous tapez boîte à lettres ZFU, vous avez des annonces du Bon Coin qui pour 50 €, vous permettent d'avoir une boîte à lettres dans les trucs. Donc voilà, c'est des choses qui sont régulièrement, depuis que le dispositif existe, mis en avant. Il y a des contrôles qui essayent d'éviter ce type de contournement, mais ça ne marche pas. Et puis l'autre question aussi que soulèvent finalement tous ces différents résultats sur d'évaluation des zones franches urbaines, c'est la question du ciblage. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut vraiment, des exonérations tous azimuts sur tout le monde, est-ce que c'est la manière la plus efficace si on veut privilégier certains publics et donc effectivement c'est un peu ce qu'on observe sur le fait que l'emploi résident finalement n'est pas très est peu affecté par ça, c'est pas suffisant. Voilà, bon, juste quelques mots en conclusion, parce que j'espère ne pas avoir trop dépassé par rapport
mon temps de parole. J'insiste aussi sur le fait que tout ça, c'est des résultats moyens, donc ça ne veut pas dire, enfin bon, vous êtes moins concernés, mais pour avoir fait ce type de présentation devant des gens qui sont apartés, on a toujours l'exemple de telle zone où on a discuté avec tel entrepreneur qui trouvait que c'était vraiment super les zones franches et que ça avait super bien marché dans telle mairie, ou telle maire, ou je ne sais pas quoi. Donc effectivement, il y a des zones franches qui peuvent, il peut y avoir des expériences locales qui marchent. Et par ailleurs, et après si on se reprend avec en reprenant un peu de hauteur et même au niveau stats, il y a une étude très intéressante d'Anthony Briand, Myriam Lafourcade et Benoît Schmutz qui essayaient de voir si lesquelles zones franches urbaines pouvaient le plus marcher, et en particulier qu'il y a des dispositifs un peu sur la Constitution, en particulier sur l'accessibilité, les voies de transport, qui sont quelque chose d'important. Et du coup, je pense que ce type de résultat doit nous amener à nous questionner sur, au-delà de l'évaluation, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, c'est pourquoi ça marche, un peu sortir un peu de la boîte noire et des différents dispositifs, et c'est pour ça que c'est ce que je disais un peu en introduction sur le fait qu'on ne peut pas uniquement utiliser les expériences étrangères pour dire bon, bah, c'est la solution miracle ou vraiment ça ne sert à rien, mais essayer de voir quels dispositifs peuvent fonctionner plutôt que tel autre, pourquoi est-ce que ça marche ou pas. Et ça demande aussi, et ça sera ma dernière conclusion, et là c'est vraiment, je sais jurer, d'avoir aussi une idée un peu plus précise de c'est quoi l'objectif général. Est-ce que c'est réduire le taux de chômage? Est-ce que ce type de dispositif, il y a plein, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein d'externalités, donc ça veut dire qu'on va déplacer. Est-ce qu'on accepte de déshabiller Paul pour habiller Pierre ou l'inverse? Et est-ce qu'au global, est-ce que ce qui compte, c'est le volume global d'emploi au niveau de métropole? Comment est-ce qu'on réduit ça, etc. Donc il faut un peu clarifier ces objectifs pour ça. Voilà, je vous remercie. Merci Pauline pour cette présentation très intéressante sur les zones franches. Maintenant, je vais donner la parole à Grégory Verdigo pour ce qui est politique HLM. Non, je n'ai pas de diapo. Bonjour, écoutez, je remercie les organisateurs pour leurs invitations. Je vous remercie d'être ici. J'espère que vous allez trouver donc ce dont on parle intéressant dans le cadre de vos études notamment. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes têtes dans l'audience. Alors moi je vais parler du logement social. Bon, on est en France, je crois que c'est assez clair pour tout le monde ce que c'est le logement social, hein. Je parle ce qu'on appelle dans le langage commun les HLM. Bon, vous savez, c'est quelque chose de très sensible politiquement. C'est encore une politique publique qui a une importance considérable, hein. Il y a des milliards en jeu et il y a une très grande fraction de la population qui vit dans le logement social. Pour vous donner une idée, hein, en France, on a à peu près 15%, 15 à 18% des foyers, hein, la proportion est en augmentation légère, qui vivent dans le logement social. Donc c'est des choses qui ont véritablement un enjeu considérable en termes de politique publique, parce que, comme vous savez, on essaie de continuer à en construire dans le but donc d'améliorer les conditions de logement des gens, les conditions de logement des foyers. Mais ces politiques ont potentiellement des conséquences importantes, hein, sur la ségrégation spatiale, la ségrégation sociale, hein, avec par la suite donc des effets, hein, sur l'emploi, le niveau d'éducation des individus. Donc on essaie, voilà, il y a toute une tendance de recherche actuelle qui essaie de comprendre bon, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on pourrait mieux faire, hein, afin de construire notamment des meilleurs logements, savoir dans quel endroit les construire, comment les construire, etc. Alors, je vais donc parler... Bon, c'est pas grave, tu me diras quand il y a un quart d'heure qui est écoulé. Donc, je vais donc vous parler d'un ensemble de projets, hein, qui est réalisé pour comprendre donc ces politiques de logements sociaux. Il y a pas mal de travaux en cours, il y a quelques articles qui ont été publiés, notamment sur la ségrégation. Ici, je vais vous parler d'un projet qui s'intéresse à l'influence du logement social sur le choix de localisation des immigrés quand ils arrivent en France, hein. Est-ce que leur choix de localisation est influencé par le logement social? Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon le point de vue des économistes, hein, toujours il y a différents aspects, hein, dans ce choix de localisation, mais nous on va vraiment regarder ça avec la lorgnette des économistes, hein. Et donc, si on regarde ça avec la lorgnette des économistes, c'est parce qu'on va s'intéresser à l'impact, hein, sur le marché du travail qu'ont les immigrés, à la fois l'impact sur le pays d'accueil, donc ici on va s'intéresser à la France, donc l'impact des immigrés sur le marché du travail français. On va voir, donc on va essayer de comprendre, hein, si leur choix de localisation favorise un impact positif ou négatif. La seconde chose, c'est que ça va avoir un impact aussi sur
le devenir des immigrés eux-mêmes, hein, ce qu'on appelle l'intégration. Alors ici, ça va être plus intégration économique. Est-ce que le choix de localisation des immigrés favorise ou défavorise donc leur intégration sur le marché du travail? Donc c'est une question importante, hein, parce qu'en pratique, en économie, on considère que on voudrait que les immigrés choisissent le meilleur marché du travail possible, hein, celui le plus dynamique, à la fois pour eux, parce qu'ils auraient moins de chances de se retrouver au chômage. Donc on a vraiment envie, enfin, quand je dis on, hein, c'est une image, hein, les économistes, pour que l'effet de l'immigration soit le plus positif possible, on aurait vraiment envie à ce qu'ils se localisent dans les endroits où on demande du travail, à la fois parce qu'ils auraient un meilleur impact sur l'économie. Alors ils auraient un meilleur impact sur l'économie parce qu'ils réduiraient les tensions. D'accord, il y aurait certaines tensions entre différentes villes, donc il y a des villes dans lesquelles il manquerait d'emplois, d'autres dans lesquelles il y aurait trop de chômage, etc. Et donc l'arrivée d'immigrés permettrait de fluidifier, si vous voulez, les différences spatiales entre villes. Donc c'est une expression, hein, qui a été utilisée dans la littérature américaine. Dans un certain sens, les immigrés mettraient de la graisse, hein, donc c'est une traduction qui est peut-être pas très bonne, mais fluidifierait, voilà, fluidifierait les rouages du marché du travail, en se localisant dans des villes, hein, dans les villes dans lesquelles la demande de travail est la plus importante. Et donc évidemment dans ces villes ils auraient plus de chances d'être employés et moins de chances de se retrouver au chômage. Alors je parle des risques de chômage pour les immigrés parce que c'est une question, alors bon, si vous suivez les débats actuels, c'est une question extrêmement importante, notamment pour les immigrés moins éduqués, donc, bon, et notamment également les immigrés non européens. On a des taux de chômage qui sont le double, hein, de ceux des natifs, même si on prend en compte les effets, bon alors il y a différentes manières de les prendre en compte, mais même si on prend en compte les effets de l'expérience sur le marché du travail et les effets des diplômes, hein. Donc même si on regarde un immigré diplômé du supérieur, il va avoir un taux de chômage qui va être 2 fois supérieur à quelqu'un qui n'est pas diplômé du supérieur. Donc en économie, on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la valeur des diplômes qui n'est pas la même? Est-ce que s'il y a des discriminations sur le marché du travail? Et moi dans mon article, je regarde si est-ce que c'est le fait que finalement les immigrés ne choisissent pas le bon endroit et ne sont pas dans les bonnes localisations. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas dans les bons marchés du travail, hein, et dans les bonnes localisations? Mais il y a toute une littérature qui souligne le rôle de ce qu'on appelle, alors là aussi c'est une traduction littérale, hein, de ce qu'on appelle les réseaux ethniques. Bon, en français, en termes plus politiquement corrects, on appellerait ça des réseaux de solidarité nationale. Bon, je vais utiliser le terme ethnique en sachant que ça va être un anglicisme, hein, mais qu'il n'y a pas derrière, hein, de sous-entendu sur voilà, négatif que pourrait avoir ce terme en France, hein, notamment dans les sciences sociales. Donc ce que j'appelle les réseaux ethniques, c'est le fait qu'il y a tout un ensemble d'entraide, hein, et de solidarité nationale, c'est-à-dire que quand un immigré arrive dans une ville, généralement il ne vient pas par hasard, il va avoir tendance à être aidé par ses compatriotes, à la fois pour trouver un logement et à la fois pour trouver du travail, hein. Donc il y a des tas de sociologues, d'économistes qui ont documenté ça. Et donc une grande force du réseau ethnique, c'est que ça facilite l'assimilation des immigrés, mais une des faiblesses du réseau ethnique, c'est que potentiellement, la localisation des réseaux ethniques est peut-être déconnectée complètement de l'état de l'économie locale. Alors on observe ça énormément, hein, dans les données, c'est-à-dire que les villes dans lesquelles, indépendamment des conditions économiques locales, les villes dans lesquelles certains groupes d'immigrés, donc on va dire, je ne sais pas, les Polonais à Dijon par exemple, il y a une grande communauté polonaise à Dijon, indépendamment des conditions économiques de Dijon, on va constater plus de flux de Polonais dans cette ville, hein, de manière indépendante, parce qu'il y a ces réseaux de solidarité. Donc ces réseaux ethniques pourraient potentiellement, si vous voulez, décorréler le choix de localisation des immigrés avec les conditions économiques et ainsi contribuer à un chômage supérieur, hein. Donc dans la littérature, on pense qu'on utilise un terme un peu barbare, encore une fois, qui serait de la mésallocation spatiale. C'est-à-dire que les gens ne seraient pas au bon endroit, en d'autres termes. Ils choisiraient, hein, les mauvais marchés du travail dans lesquels ils ont moins de chances de s'insérer. Alors tout ceci pour arriver au logement social. Donc moi je me suis intéressé à l'effet du logement social et principalement dans cet article j'étais motivé par une littérature qui a commencé aux États-Unis qui dit que les différences d'offres d'aide sociale au niveau local ont plus d'effet sur les immigrés que sur les natifs. Donc c'est des chercheurs américains qui ont commencé par constater que entre les États américains, donc bon, en France vous savez c'est assez homogène, hein, le niveau du RSA est le même à Marseille ou il est le même à Paris. Bon, ceci dit entre parenthèses, si on prend en compte les différences du coût de la vie
entre Marseille et Paris, bon, peut-être pas Marseille, mais bon, entre au fin fond de la campagne, le niveau du RSA est plus élevé si on a juste pour la différence de coût de la vie dans les villes du sud, peut-être de la France, où le coût de la vie est moins cher qu'à Paris. Mais bon, ceci, je referme la parenthèse. Ici, donc ces chercheurs américains ont constaté que, par exemple, il y avait des États qui étaient beaucoup plus généreux, notamment pour les femmes célibataires avec enfants, donc les familles monoparentales, hein, qui souvent ont des risques de dépendance de l'aide sociale et des risques de cercles, donc pas vertueux, hein, mais de cercles, bon, peut-être pas vicieux non plus, mais de cercles de persistance dans la pauvreté. Ils ont constaté qu'il y avait des États qui étaient beaucoup plus généreux que d'autres. Donc la Californie, par exemple, aidait énormément les femmes célibataires avec enfants, tandis que le Texas était beaucoup plus dur avec elles. Donc ils se sont demandé, est-ce que ces différences de générosité entre États pourraient influencer le choix de localisation des immigrés, hein, selon les différents types d'immigrés. Donc eux, ils regardaient notamment les immigrés mexicains, une fois qu'ils ont obtenu leur titre de séjour en France, et ils montraient qu'il y avait potentiellement des incitations à déménager du Texas en Californie pour bénéficier finalement de filets de sécurité plus importants. Et ceci avait des conséquences, bien sûr, sur la localisation des immigrés entre États, mais aussi la finance, hein, les finances publiques entre États, hein, en attirant, si vous voulez, les plus pauvres dans les régions où les villes sont plus généreuses avec eux. Donc en France, bon, les niveaux des allocations sont homogènes, excepté évidemment si on prend en compte les différences du coût de la vie, donc ça serait un sujet de recherche intéressant. Par contre, ce qui n'est pas vraiment homogène, c'est, pour des raisons très intuitives, hein, c'est l'offre de logements sociaux. Bon, le logement social, c'est quelque chose qui est très difficile à ajuster, à la fois à la hausse, mais évidemment encore plus peut-être à la baisse, hein, parce que si on veut diminuer la quantité de logements sociaux dans une ville, bon, c'est pas vraiment la tendance actuellement, mais imaginons qu'on a des villes qui perdent 10 ou 20% de leur population et qui se retrouvent avec des grandes barres d'immeubles vides, hein, bon, ça prend du temps de détruire, c'est très coûteux de détruire. Ce qui fait qu'en pratique, si l'on regarde les communes, bien sûr, mais si l'on regarde les grandes aires urbaines en France, on constate qu'il y a des différences d'offres de logements sociaux qui sont considérables. Bon, je vais d'abord prendre un exemple à l'intérieur de la métropole parisienne. Hein, on comparerait Bagneux, pardon, oui, peut-être Bagnolet aussi, hein, Aubervilliers, Bagneux, dans lequel vous avez peut-être 80%, 60 à 70% du parc, hein, donc des ménages, du parc ou des ménages qui habitent dans le logement social, avec des communes. Je ne veux pas stigmatiser forcément Neuilly-sur-Seine, mais bon, des communes de l'Est, hein, bon, pour une fois que ce serait eux qui seraient stigmatisés, ceci dit, ça ne serait pas tout le temps, donc des communes comme Neuilly-sur-Seine dans lesquelles vous avez vraiment 1 ou 2%. Quoi. Donc vraiment des offres de logements sociaux très très différentes entre communes, et même si on prend au niveau macro, hein, plus macro, entre régions, il y a des différences assez importantes. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait avoir un effet sur la localisation des immigrés ? Eh bien parce que dans tous les pays européens, dans la période récente, et notamment pour les immigrés non européens, on constate qu'ils sont surreprésentés par rapport aux natifs. Et là encore une fois, quand on prend en compte de leur niveau d'éducation, leur revenu, etc., ils sont beaucoup plus surreprésentés dans le parc social que les natifs. Bon, moi, mon étude a été faite sur la France, hein, mais c'est quelque chose qui se passe ailleurs, hein, aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-Uni. Vous avez énormément de ménages en logement social, à peu près 20% des ménages, mais si on prend les immigrés non européens, on se retrouve avec des taux de 50%, hein, 1 sur 2 à peu près, qui sont dans le parc social. Bon, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé en Allemagne et en Suède, hein, des afflux très très forts, hein, de réfugiés, bon, qui semblent s'atténuer, bon, dans des conditions assez difficiles, qui semblent s'atténuer dans les derniers mois, et la question se pose, hein, où est-ce qu'ils vont loger, comment les répartir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là aussi, dans ce qui va se passer, notamment dans les débats en Allemagne, le logement social est au centre des débats, hein, d'accord. Est-ce qu'il faut faire des logements sociaux réservés aux immigrés, comment les construire, en sachant qu'on a des défis qui paraissent assez similaires finalement de ceux de la France des années 70. Alors je vais un peu parler de la France des années 70, de ceux des 30 Glorieuses, dans lequel on avait pas mal d'afflux, hein, de main-d'œuvre étrangère, bon, que ce soit portugaise, hein, ou du Maghreb, mais on n'avait pas de logement forcément pour eux. Donc si vous vous souvenez, hein, enfin vous vous souvenez peut-être pas, mais bon, dans les années 60, les conditions de logement des immigrés, mais aussi des natifs, mais surtout des immigrés, en particulier des Portugais, des non-européens, étaient particulièrement dramatiques. Hein. Il y avait des camps, hein, bon,
c'était pas des camps de réfugiés à l'époque, mais c'était des bidonvilles. Hein. Il y en avait qui étaient assez célèbres, hein, celui de la Folie, à Nanterre, je crois qu'il y avait à peu près 15 000 personnes qui vivaient là-bas, hein, dans des conditions assez difficiles. Il y en avait un à Champigny-sur-Marne, hein, pour les Portugais. Donc on avait énormément donc, de population immigrée dans des conditions de logement très difficiles. Et c'est ce qui a motivé, la construction massive, hein, de logements sociaux, et notamment la construction très rapide, et avec des conséquences que ça a, hein, sur la distribution de logements sociaux, donc la construction massive et rapide de logements sociaux dans des localisations particulières afin de répondre à cette urgence. Voilà. Et je pense il y a quand même un parallèle, hein, toute proportion gardée, puisque bon, je ne sais pas si à l'époque on avait à faire face en France à 1 million finalement d'immigrés mal logés, mais je pense qu'il y en avait au moins 100 000 ou 200 000, enfin on pourrait regarder les chiffres à ce propos, mais voilà, toute chose à comparer. Voilà, la question du logement social, je pense, est revenue au centre des débats avec la crise des réfugiés, et notamment comment gérer les réfugiés qui arrivent actuellement en Allemagne et en Suède. Alors, donc dans cet article, hein, peut-être rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir comment les immigrés non européens et même européens qui viennent d'arriver en France ont été influencés par la dispersion de l'offre de logement social en France. Hein. Alors je vous ai donné les chiffres, on a un immigré non européen sur 2 qui habite aujourd'hui dans le logement social, et donc potentiellement un effet très fort de la disponibilité de l'offre. Alors, donc ce qu'on fait dans cet article, on prend des données du recensement. Alors le recensement, voilà, les économistes utilisent des grandes bases de données, et notamment les données du recensement, qui permettent de dépeindre, hein, de manière assez fidèle et représentative pour toute la France, comment se sont modifiés, comment ont évolué les choix de localisation initiaux des immigrés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on exploite les très très grandes différences entre métropoles urbaines. Donc l'article utilise des différences entre métropoles, hein, pas forcément à l'intérieur des métropoles, mais donc ça serait plus choix de localisation entre Nantes, Paris, Marseille et Nice, hein, plutôt qu'à l'intérieur de Paris, si vous voulez, entre Neuilly et Aubervilliers, voilà. Pour caricaturer, et il utilise les très grandes différences d'offres de logements sociaux. Alors ces différences sont assez impressionnantes, hein. Si on prend Nice, à Nice il y a un niveau très très bas de parcs sociaux. On est à 7% à peu près d'habitants sur la métropole qui sont en logements sociaux, contre par exemple d'autres villes comme Reims, où on a presque la moitié de la population, 44% de la population qui sont en logement social. D'accord. Donc on essaie d'étudier si ces différences entre villes ont attiré, entre guillemets, les immigrés, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc la démarche, on va prendre en compte les effets des réseaux ethniques, les effets du dynamisme du marché du travail, les effets de toutes ces questions, pour essayer de voir finalement si on a vu plus d'immigrés qui se sont installés dans les communes où l'offre de logement social était plus abondante. Alors, quelles auraient été les conséquences, hein. Globalement, s'ils s'installent dans ces villes, on observe que ce ne sont pas forcément les villes où il y a le plus d'immigrés à l'origine, parce qu'il y en a pas mal dans l'ouest de la France, avec beaucoup de logements sociaux, mais peu d'immigrés, comme à Brest ou à Rennes, par exemple. Donc une des conséquences, ça aurait été finalement d'étaler l'immigration et de déconcentrer l'immigration par rapport aux grandes métropoles. Un prix à payer, ce qu'on observe dans les données, c'est que ça s'est fait avec... D'abord, enfin, le côté positif, c'est qu'il y a eu une amélioration des conditions de logement. On observe que les immigrés qui sont localisés dans ces villes, potentiellement parce qu'il y avait plus de logements sociaux, sont mieux logés. Et notre critère de meilleur logement, c'est le critère du logement surpeuplé. Donc c'est quelque chose de fondamental. Si on regarde les immigrés, ils habitent, voilà, on a beaucoup de familles dans des très petits logements qui se partagent peu de pièces, alors qu'ils ont une taille de famille assez importante. Par contre, le prix à payer, ça aurait été finalement d'avoir un marché du travail, une perspective d'insertion sur le marché du travail qui est moins favorable pour eux. D'accord. Donc à la fois une amélioration des conditions de logement, mais peut-être une localisation dans des endroits dans lesquels on avait moins besoin d'eux, et donc une insertion économique sur le marché du travail un peu plus problématique. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, bon, si les sujets vous intéressent, malheureusement, il y a l'article qui est en ligne, mais c'est un article scientifique en anglais, mais bon, si vous voulez essayer, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je perds pas espoir dans quelques années, lorsqu'on aura un peu approfondi ce type de travaux, voilà, de faire quelque chose de travaux plus de vulgarisation pour un plus grand public. Je vous remercie.
Merci Grégory pour ce panorama sur les HLM. Je vais maintenant passer la parole à Camille Aimé pour les effets de la mise en place du RER. Bonjour, donc par rapport à ce que disait Laurent dans son introduction, effectivement, je vais présenter un troisième type de politique publique qui viserait plutôt à connecter, enfin essayer de connecter les emplois et la population, parce qu'effectivement, il y a des quartiers qui sont relativement défavorisés, désenclavés. Est-ce que construire une station de RER ou de transport en commun qui les relie plus facilement aux zones où il y a le plus d'emplois peut améliorer la situation? Donc ce travail, ce que je vais vous présenter est issu d'un... On m'entend pas assez? Je m'entendais déjà beaucoup trop. Donc ce travail est issu d'un projet de recherche mené avec deux collègues espagnols dont le nom est inscrit ici. Donc nous partons en fait d'un constat qui est que dans la période que nous étudions, celle entre 1968 et 2010, donc la période récente, l'Île-de-France, qui est la zone sur laquelle on se concentre, a connu d'importants changements. Tout d'abord, on observe une importante évolution de la structure urbaine avec un phénomène de décentralisation de l'emploi, c'est-à-dire que les emplois sont sortis petit à petit de Paris pour aller de plus en plus vers la périphérie, vers la banlieue, et je vais vous le montrer tout de suite. Et deuxièmement, cette décentralisation de l'emploi s'est accompagnée par la création de centres d'emploi secondaires en périphérie. Donc on n'est plus sur un modèle avec seulement Paris au centre et rien du tout autour, mais on a des petits centres d'emploi qui se créent progressivement dans la périphérie. Et en parallèle de ce phénomène de décentralisation de l'emploi, ce qu'on observe, c'est que cette période s'est caractérisée par de grandes améliorations des infrastructures de transport en Île-de-France, notamment l'extension des grands axes routiers, donc des autoroutes, mais aussi des grosses routes nationales, mais également l'amélioration du réseau de transport ferroviaire, avec notamment la construction du RER, la mise en circulation du RER à partir de 1975. Donc c'est un peu plus tard que le début de notre période d'analyse. Donc juste pour vous montrer ces deux faits-là, ici dans ce tableau, ce que l'on peut voir, c'est que tout d'abord, la population, l'emploi total en Île-de-France a augmenté au cours de la période de 32%. D'accord ? Mais dans cette même période, ce que l'on peut voir, c'est que le nombre total d'emplois a diminué dans Paris. Paris a perdu 7% d'emplois, ici, au cours de la période. Donc vraiment, on a moins d'emplois en 2010 dans Paris que ce qu'on avait en 1968. Et donc, logiquement, puisqu'on a plus d'emplois en Île-de-France, mais moins d'emplois dans Paris, ce qui s'est passé, c'est que la part d'emplois dans Paris a également diminué au cours de la période, au profit de l'emploi dans les zones périphériques. En particulier, donc au début de la période, on avait 48%, donc quasiment la moitié de l'emploi dans Paris, l'emploi d'Île-de-France qui était situé dans Paris, et à la fin de la période, on n'en avait plus que 30%, à 31% de l'emploi de l'Île-de-France qui était situé dans Paris. Donc on a ce phénomène de décentralisation qui se voit ici. Et comme je vous disais, cette décentralisation, donc le fait que les emplois soient sortis de Paris, en fait, se caractérise par la naissance de petits centres d'emploi en périphérie, qu'on peut voir ici. Donc au début de la période, là, en 1968, on avait les petits points, les petits centres d'emploi verts et bleus, et en 2010, à la fin de la période, les petits centres d'emploi qu'on arrive à identifier sont les bleus et les oranges. Donc juste pour vous expliquer rapidement, comment est-ce qu'on identifie ces centres d'emploi? Simplement, c'est des municipalités, enfin des communes ou des regroupements de communes qui concentrent relativement plus d'emplois que ce qu'il y a autour. Voilà, c'est une surconcentration d'emplois à un point assez local dans l'espace. Ok, et une dernière chose pour illustrer ce phénomène de décentralisation, c'est ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde la corrélation, la relation entre la distance à un centre d'emploi, donc Paris ou les petits centres d'emploi périphériques, et la densité de l'emploi, ce qu'on remarque, c'est que plus on s'éloigne de ces centres d'emploi qu'on a identifiés, Paris ou les centres périphériques, plus le nombre d'emplois diminue. Donc on voit bien ce phénomène d'éloignement, enfin de réduction de l'emploi au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'un centre d'emploi. C'est ce phénomène-là de décentralisation qu'on essaie de comprendre par la suite.
Donc le deuxième fait qu'on va mettre en connexion avec cette décentralisation, c'est le développement des transports pendant cette période. Donc en bas, là, vous voyez une carte avec les transports, enfin l'état des transports, des infrastructures de transport en 2010. Donc l'autoroute, c'est en rouge, les RER en bleu foncé, les autres trains en bleu clair, et je vous passe les métros et les trams, c'est trop petit pour représenter sur cette carte-là. Mais pour vous donner un ordre d'idée, donc si on regarde les chiffres au-dessus, en 1968, on avait 230 km d'autoroutes en Île-de-France qui sont passés à 821 en 2010. Et pour les RER, donc bon, évidemment en 68 il n'y avait pas de RER, mais en 75 on avait seulement 39 km de rails pour le réseau RER qui sont passés à quasiment 600 en 2010. Donc là, on voit bien cette expansion très importante. Voilà, l'État a massivement investi dans ces infrastructures. Donc juste encore une fois pour illustrer ce développement, en particulier celui du RER. En haut à gauche, là, les deux petites lignes que vous voyez, les deux petites lignes bleues, là c'était le RER tel qu'il était en 75, donc un peu le début du RER A. Et entre 75 et 82, il y a déjà toutes les branches là au nord et au sud qui ont été développées, etc., jusqu'en 2010, où on a le RER quasiment tel qu'on le connaît maintenant, avec quelques stations en plus depuis 2010. Donc vous voyez, c'est vraiment une expansion assez importante. Donc ici, maintenant qu'on a ces deux faits mis en perspective, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ce développement des infrastructures, et en particulier du RER, peuvent expliquer ce phénomène de décentralisation de l'emploi, donc de perte de l'emploi de Paris, et de relocalisation de l'emploi dans ces petits centres périphériques. Alors le problème, c'est quand on veut faire ça, on pourrait se dire que ça a l'air facile, il suffit de regarder là où l'emploi augmente et là où il y a des RER et regarder une corrélation. Sauf que le problème, c'est que les politiques publiques, quand elles décident de construire un RER, elles ne vont pas balancer leur argent au hasard, dire voilà, on va tirer au dé, choisir une commune au hasard et dire dans cette commune, on va mettre une station de RER. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. On peut imaginer que les politiques publiques vont soit essayer justement de placer les stations de RER dans des communes un peu désenclavées, un peu déconnectées, pour essayer d'amener les populations les plus défavorisées plus connectées vers l'emploi, etc. Et auquel cas, si on regarde juste la corrélation entre les deux, on va avoir un effet qui va être un peu sous-estimé du RER, puisqu'on va se dire « Ah bah en fait l'emploi n'a pas tant augmenté que ça », mais en fait ça s'explique parce que la politique a visé des quartiers relativement difficiles, qui partaient d'un niveau assez bas, on peut dire. Au contraire, on pourrait se dire que les politiques publiques se disent « Ah ben voilà, on voit qu'il y a une ville là qui est très prometteuse. Par exemple, on a les usines Poissy, les usines Peugeot à Poissy. On se dit que ça va drainer beaucoup d'emplois dans les années à venir. C'est en pleine croissance et donc on va mettre un RER là-bas pour pouvoir répondre à la demande d'emploi qu'il y aura là-bas. » Et dans ce cas-là, ça pose aussi un problème parce que si on regarde la corrélation entre les deux, on va se dire « Ah, c'est super, le RER a super bien marché. » Mais en fait, ce ne sera pas forcément l'effet du RER, mais ce sera l'effet on a visé des zones qui étaient déjà très dynamiques pour supporter cet excès de demande. Donc voilà, ça c'est un petit problème qu'on peut avoir. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant pour résoudre ce problème en économie? Donc ça c'est un peu technique, mais je vais essayer de vous l'expliquer avec les mains. C'est qu'on utilise ce qu'on appelle une variable instrumentale, on essaye de recréer, je vous avais dit au début, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir jeter des dés et choisir les communes au hasard pour ne pas avoir un biais systématique vers des communes plus défavorisées ou plus favorisées. Donc ce qu'on essaie de trouver, c'est une variable qui recrée un peu cette idée de choisir les communes au hasard, qui ne soit pas du tout liée avec la politique d'emploi actuelle. Donc ce qu'on essaie de trouver, c'est une variable qui permette d'expliquer pourquoi le RER est à un endroit ou pas à un autre, qui soit complètement déconnectée de l'emploi que l'on cherche à expliquer. Donc il faut que l'on puisse expliquer la localisation du RER sans expliquer en même temps l'emploi. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Vous verrez ça plus tard dans la suite de vos études, je pense. Mais bon, ici, donc, nous, ce qu'on a trouvé comme idée, c'est quelque chose qui est assez classique dans ces thématiques-là sur l'effet des transports, c'est d'utiliser en fait les anciennes infrastructures de transport. Mais quand je dis anciennes, c'est très ancienne. Donc nous, ce qu'on regarde ici, c'est les voies romaines. Donc le graphique, le plan de gauche, là, qu'on a refait à partir de vieilles cartes, et le train, les chemins de fer en 1870. Donc là, pour vous réexpliquer notre idée, c'est de se dire, bah, voilà, les trains en 1870, ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'on a des stations de RER dans un endroit ou dans un autre, tout simplement parce que y a déjà des rails,
Et donc, au lieu de raser une nouvelle forêt pour faire passer un nouveau rail, eh bien, on va utiliser le rail qui est déjà existant. Donc, de cette manière-là, les politiques publiques sont quand même guidées par cette contrainte un peu, cette contrainte matérielle. Et donc, on respecte un peu les infrastructures déjà existantes. Mais en même temps, on peut quand même se dire que les rails en 1870 ou les voies romaines de moins 115 avant Jésus-Christ n'ont pas directement influencé l'emploi actuel. Et notamment, on contrôle aussi, enfin, on regarde s'il n'y avait pas des abbayes dans le coin ou des palais de seigneurs qui pourraient expliquer en même temps les voies romaines et l'emploi actuel. Donc voilà, on utilise cette technique-là. Donc, une fois grâce à cette technique, on peut maintenant mesurer un effet un peu sans biais du RER, je vois des sourcils qui se haussent, du RER sur l'emploi local actuellement. Donc ici, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ce qu'il faut regarder par exemple pour le RER, c'est la première ligne. Là, on voit des coefficients négatifs de l'ordre de moins 0,6, moins 0,5%. Donc ici, ce que ça nous indique, ce tableau de résultat, c'est que plus on s'éloigne d'une station de RER, donc pour 1 km plus loin d'une station de RER, la municipalité qu'on observe perd 5 à 6% d'emploi. Donc autrement dit, vous prenez deux communes, s'il y en a une qui est 10 km plus loin qu'une autre d'un RER, elle a en moyenne 6% d'emploi de moins que celle de référence. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas seulement le RER, mais les autres infrastructures. Donc on regarde aussi les autoroutes et les trains qui ne sont pas des RER, et on s'aperçoit qu'en fait l'effet est même plus fort. Si on regarde les autres types d'infrastructures, donc les coefficients là un peu dans la diagonale, par exemple, le moins 0,8 ici, c'est la distance à n'importe quel accès à l'autoroute ou n'importe quelle autre gare qui ne soit pas un RER, on s'aperçoit que l'effet serait plus fort de l'ordre de 8%. C'est-à-dire, si je me rapproche d'un kilomètre d'une rampe d'autoroute ou d'une station, d'une gare non RER, j'augmente mon emploi de 8%. Donc là, on a bien cet effet de concentration des emplois autour des infrastructures de transport. Donc c'est la première conclusion de ces résultats. La deuxième chose qu'on regarde, c'est pas seulement l'effet sur où l'emploi est localisé, mais l'effet sur la croissance de l'emploi. Donc un peu une histoire de dynamique. Est-ce que l'emploi augmente plus rapidement là où on construit les infrastructures? Et ce qu'on peut voir ici, c'est à peu près le même type de résultat. C'est que donc, pour la première ligne, là, pour le RER, on a encore une fois un chiffre de moins 0,2% environ qui nous indique que plus l'on s'éloigne, donc plus la distance avec le RER augmente, plus on s'éloigne du RER, moins on a de croissance de l'emploi. Donc c'est-à-dire que les communes qui étaient à l'inverse les plus proches du RER pendant la période ont connu la plus forte croissance de l'emploi, mais bon, c'est une croissance qui reste assez limitée, de l'ordre de 2% par kilomètre de distance. On peut aussi voir que l'effet pour les autres types d'infrastructures, donc les trains non RER et les rampes d'accès à l'autoroute, est un peu plus fort, encore une fois, de l'ordre de 6%. De l'ordre de 6% par kilomètre de distance. Donc plus on s'éloigne d'une infrastructure, moins l'emploi croît rapidement. Donc on a bien cet effet de concentration et de croissance de l'emploi autour des infrastructures de transport. Enfin, ce qu'on avait un peu envie de regarder, là ce qu'on mesure, c'est des effets un peu moyens en prenant pas compte des différents types de distances. Et donc ce qu'on avait envie de regarder, c'était est-ce que cet effet moyen est vrai même pour des communes qui sont très très éloignées des infrastructures de transport. Et donc on a regardé ce qui se passait pour des communes qui étaient situées à plus ou moins 13 km des différentes gares ou des différents accès à l'autoroute. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que l'effet est en fait très local, puisque l'effet qu'on mesure, donc le moins 0,2, moins 0,8% qu'on observait sur l'ensemble, en fait, c'est qu'un effet qui est concentré sur les 13 km autour des gares et autour des rampes d'accès d'autoroute, et au-delà, on n'a plus aucun effet. Donc, dans la deuxième colonne, vous voyez plus aucun effet du RER sur l'emploi ou la croissance de l'emploi au-delà de 13 km. En revanche,
Pour les communes situées plus proches que 13 km, là, on a un effet qui est quand même assez important, qui est de l'ordre de 12%. Donc là, si vous voulez, entre la commune qui est à 20 et à 30 km du RER, ça ne changera rien sur la croissance de son emploi. Par contre, une ville qui est située à 1 km du RER aura une croissance de l'emploi 12% plus forte qu'une commune qui est située à 10 km du RER. Donc là, c'est quand même assez fort dans un rayon assez localisé. Et enfin, un dernier effet qu'on voulait regarder, c'est s'il y avait des différences temporelles. Est-ce que l'effet est immédiat ou est-ce qu'il met un peu de temps à arriver? Et ce dont on s'est aperçu, c'est que effectivement, ça prend du temps. L'effet du RER est arrivé après une quinzaine d'années. Enfin, on commence à trouver un effet à partir sur la période 90-2010 pour des RER qui ont commencé à être construits en 1975. Donc évidemment, ce type de politique semble efficace, mais ça prend quand même du temps, donc ça peut être difficile à mettre en place quand on a envie d'avoir des effets immédiats. Donc voilà, donc pour résumer un peu toutes ces idées, la chose à retenir, c'est qu'effectivement, on observe un effet de la proximité aux infrastructures de transport, RER, train, rampe d'accès à l'autoroute, sur la localisation de l'emploi et sur la croissance de l'emploi, un effet positif. Plus on est proche d'une infrastructure, plus on a de la croissance de l'emploi et plus on a d'emplois. Et donc on observe bien un effet un peu de ces infrastructures de transport et de ce RER, de ces stations RER, sur la concentration de l'emploi autour de nouveaux pôles urbains. Et voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Merci. Je pense qu'on arrive justement à la limite de notre temps. Donc merci à tous d'être venus